Deuxième table ronde, et qui fait écho à la première, rien ne se perd, tout se transforme, et on va vous montrer que les entreprises et les territoires passent à l'action, puisqu'on va avoir un certain nombre de témoignages, dont celui que veut nous apporter Jean-François Rézeau, dont nous parlait tout à l'heure Alain Di Crescenzo. Jean-François Rézeau est le président de la commission développement durable RSE à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et de la Chambre de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées. Séverine Roulet-Furnemont est-elle responsable développement durable de Pierre Fabre, que vous connaissez tous. Thierry Trottoin représente, lui, il est en charge du développement des marchés industriels et installez-vous comme vous voulez, il n'y a pas de préséance. Donc en charge des développements des marchés industriels et tertiaires sur le centre régional Toulouse-Midi-Pyrénées chez Veolia Eau. Tony Gallon est, alors là il faut Industrial Recycling Development, on pourrait dire en charge du recyclage industriel, le développement du recyclage industriel chez Renault. Gaëtan Vogel est ingénieur junior textile des filatures du parc. Vous allez voir que tous les deux sont sur un projet vraiment très intéressant également. Et enfin, Muriel Descamps, qui est directrice du CIDED du Lot, qui est un syndicat mixte. Et vous allez voir là encore, on est sur des projets très très intéressants, très concrets, pour lesquels je vous demanderai, on a pris un petit peu de retard. On va se donner, on va respecter votre temps de parole, le départ, c'est-à-dire vous aurez 1 heure, mais 1 heure va vous obliger à être extrêmement rapide, parce que vous avez vu quand même qu'il y a beaucoup de questions de la salle, et si on tarde trop à y répondre, c'est ce qu'on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc on se donne comme limite 12h15. Voilà, on commence avec vous, Jean-François Rézeau. Avant que vous présentiez le projet actif, j'aimerais revenir sur les thématiques qu'on a abordées dans la table ronde précédente. On présentait l'économie comme un vecteur de compétitivité et d'attractivité pour le territoire. Vous êtes élu des CCI, au contact de pas mal de chefs d'entreprise. Est-ce que vous adhérez à cette vision? Est-ce que vous sentez qu'elle commence à prendre souche auprès de vos camarades chefs d'entreprise? Donc, le témoignage, quand on y croit, c'est qu'on est présent, on accompagne l'événement, on accompagnait déjà l'événement il y a 2 ans. Et puis, je pense qu'il faut le souligner, la volonté de notre président de prendre la parole en début de ces rencontres démontre bien l'importance qu'il accorde à ce sujet qui touche l'ensemble des secteurs d'activité de notre économie, bien évidemment l'entreprise, les services, le commerce, et avec cette vision effectivement d'attractivité, de compétitivité, de performance des entreprises en intégrant l'économie circulaire comme modèle économique. Alors à la question de dire où est-ce qu'on en est que tout le monde est aussi impliqué? On est là pour les sensibiliser, les informer, les accompagner, c'est le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie. Donc on est dans notre rôle. Bon, il est vrai que c'est un peu compliqué aussi ce message. On leur parle de développement durable, ensuite de RSE, maintenant d'économie circulaire. On a l'impression qu'on n'a pas terminé un modèle, qu'on parle d'un autre modèle. Et finalement, à chaque fois, on est bien sur des avantages économiques, des avantages environnementaux, des avantages sociaux, des avantages sociétals. Donc je pense qu'aussi en termes de terminologie, il faut réussir à convaincre que tout ça tend vers une amélioration de la performance des entreprises et que développement durable et RSE, économie circulaire, on parle bien de la même chose, quoi. Alors l'autre aspect aussi que je pouvais évoquer et bien réinsister à travers l'économie circulaire et ce qui a pu être dit sur la première table ronde. Alors c'est vrai que assez naturellement on va chercher des exemples sur la partie valorisation matière, valorisation des déchets, mais voilà, on l'intègre bien. C'est l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, l'économie de l'usage, l'économie du réemploi, et donc bien évidemment également qui sera source de création d'emplois ou de préservation de l'emploi. Donc c'est pour cela qu'une chambre de commerce et d'industrie est forcément très impliquée sur ce sujet. Alors tout à l'heure, Alain Di Crescenzo
nous parler de ce projet actif, cette plateforme connectée d'identification, de quantification et de géolocalisation des flux des entreprises. J'aimerais que vous nous présentiez ce dispositif rapidement, Jean-François Rizzo. Oui, mais écoutez, donc en posant la problématique autour du sujet de l'économie circulaire, on a essayé d'apporter une réponse. Et sur tout ce qui a été soulevé sur cette première table ronde, on a une solution qui est un outil d'intelligence collective qui permet de collecter un certain nombre de données, de quantifier, de géolocaliser, pour ensuite croiser la donnée, pour trouver les synergies et les mutualisations qui peuvent être proposées sur le territoire. Concrètement, par exemple? Alors concrètement, il y a tout un tas d'exemples. Donc sur le sujet, comme je disais, que ce soit économiques, environnementaux, sociaux, d'un point de vue économique, une entreprise a besoin d'espace, a besoin d'un parking, parce que son parking est trop petit, il y a peut-être son voisin qui a un parking qui est trop grand, et puis donc du coup il suffit de les mettre en relation. Et puis il suffit d'avoir cette notion de partage de l'outil. Alors c'est vrai que c'est pas la culture de l'entrepreneur, qui est plutôt dans la compétition individuelle. Et là, il y a des exemples qui peuvent justement permettre de trouver ces synergies, d'apporter de la compétitivité, des gains pour les entreprises, et en les mettant en relation et en ayant cette notion de dire j'ai un potentiel finalement qui est autour de moi, et comment je peux le rendre encore plus performant, comment je peux mieux l'optimiser, et c'est en le partageant. Voilà, c'est un exemple. Également au niveau social. Donc au niveau social, c'est la mutualisation de moyens. Et à travers l'outil actif, puisqu'on recense également tout ce qui est ressources humaines, ça permet d'identifier que sur tel TPE, tel PME, il y a un demi-poste, il y a un quart de poste. Et puis comment je peux pérenniser, parce qu'on sait que pérenniser des postes comme ça qui ne sont pas dans l'emploi plein, c'est pas évident. Donc également, à partir de cet outil, on peut identifier des synergies au niveau social. D'un point de vue environnemental également, bien évidemment, on a pu identifier des flux de transport. Une entreprise dans une même zone qui livrait en Corrèze et une autre qui importait de la Corrèze, on va dire. Et donc du coup, ils se sont mis en relation. Qui faisaient des voyages à vide. Voilà. Et donc c'est le même transporteur qui, sur deux produits différents, fait le transport. Donc derrière, on est sur l'impact CO2. Il y a également l'entreprise qui finalement n'utilise pas toute l'énergie ou produit de l'énergie, et puis peut mettre cette énergie à disposition de son voisin ou de sa zone industrielle. Donc on voit qu'effectivement, il y a tout un tas d'exemples, et cet outil... Et ça fonctionne, et vous sentez une adhésion montante, actif et de mieux en mieux identifié. Vous avez de plus en plus de chefs d'entreprise qui adhèrent à cette plateforme. Alors, l'outil actif également, il y a l'autre point, c'est que, bien évidemment, quand on parle d'économie circulaire, on est sur l'écologie industrielle, mais sur le territoire. Donc également, c'est la mise en relation entre le territoire et les entreprises. Oui. Donc ça, c'est important. Ça répond d'ailleurs un peu à ce qui était dit tout à l'heure quand on disait il y a beaucoup de culture en silo. En fait, vous faites sauter toutes les frontières pour que les gens discutent entre eux, non plus en fonction de leur activité, mais de leur appartenance au territoire. Exactement. Et comment je rends plus fort mon territoire, c'est déjà en travaillant sur mon territoire, Bien avec sûr. les acteurs du territoire. Et même si effectivement Toulouse, de par ses activités, est très tournée internationale, la mondialisation, mais soyons d'abord forts chez nous, et après on peut d'autant mieux exporter, mieux travailler, je dirais ailleurs. Donc cet outil a cette vertu de pouvoir créer ces synergies, ces échanges, ces partages et la communication. Donc on va prendre aussi un exemple très concret sur la métropole, donc un territoire qui a décidé de développer cet outil actif sur deux zones qui sont la zone de Bruguère et la zone de Thibault. On fait une réunion d'information, donc on a commencé par Bruguère, tout ça c'est très récent. 150 chefs d'entreprise qui étaient dans la salle. Oui, c'est pas mal. Et 150 chefs d'entreprise prêts à partager de l'information. Parce que voilà, sur les flux énergétiques, flux matières, les ressources humaines, comment je peux optimiser mon foncier, tous volontaires. Et quelque part, tous réunis, mais pas, comme on l'expliquait tout à l'heure, tous d'activités diverses et variées. Pour qu'ils se déplacent et qu'ils aient évidemment compris qu'ils avaient vraiment probablement beaucoup d'intérêt à mieux travailler ensemble. Voilà. Et donc du coup, après, l'outil vous explique... Enfin voilà, la question était de dire, mais où est-ce qu'on en est dans son déploiement? Est-ce qu'il y a une adhésion? Cet outil a maintenant 4 ans, 5 ans, hein, c'est la CCI de Montauban, du Tarn-et-Garonne qui l'a créé. Ça a été repris ensuite par CCI Midi-Pyrénées,
identifiée comme une pépite nationale, nous la CCI de France, avec un déploiement sur tout le territoire. Et justement, l'objectif d'un tel outil, c'est le même modèle que les BAFA. C'est alimenter de la donnée, mettre de la donnée pour pouvoir justement enrichir la base, croiser, Bien sûr. et qu'il y a un intérêt pour le territoire et un intérêt pour les collectivités, effectivement, qui puissent identifier par rapport à l'attractivité de leur territoire, voilà, comment on accompagne les entreprises sur le territoire et comment j'intègre à partir de tous ces paramètres. Et voir au-delà, c'est qu'à partir de là aussi, comment j'intègre et j'identifie en termes de vision sur une zone industrielle pour me dire, mais est-ce qu'il ne faut pas que je fasse venir des entreprises qui ont un intérêt d'être sur un même périmètre? Bon, c'est ce qui se Bien fait sûr. localement, on l'a évoqué là, avec Jean-Luc Dallozo. C'est ce concept qui est de dire, mais attends, mais c'est dès le départ, quand je crée une nouvelle zone industrielle, il faut que j'intègre ce principe-là. C'est ce que fait Revel avec l'agroalimentaire notamment. C'est ce que fait Revel avec l'agroalimentaire. Merci beaucoup Jean-François Rézeau. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, voilà, après, bon, c'était la place du numérique Oui. qui est important. Oui, c'est important. Oui. Et ça, je voulais quand même le préciser, parce que c'est effectivement cet outil, à travers le digital, à travers le numérique, et on voit que oui, le numérique a tout à fait sa place sur le sujet de l'économie circulaire. Au contraire, dans un monde aujourd'hui où on veut de l'information dans l'instantané, qu'on soit n'importe où, on veut de l'information. C'est un levier formidable. Et l'économie circulaire, on le voit, pour que ça puisse fonctionner, il faut faciliter l'accès à l'information pour pas que le chef d'entreprise se dise ouf, par où je vais, le chantier est énorme. Non, il faut qu'il puisse accéder à des informations rapidement pour qu'il puisse rapidement voir les synergies et donc du coup rapidement mettre en œuvre. D'où la vocation de cette l'économie circulaire. plateforme. Merci, c'est parfaitement clair. On enchaîne avec... Excusez-moi, oui. voilà, hein, on est là aussi pour... donc voilà, vous aurez des plaquettes qui seront à disposition. Voilà. On a revu tout dernièrement, donc, on va dire, la marque Actif. Voilà, on a fait du marketing autour de l'outil. Et puis je tenais quand même à préciser que l'ADEME est bien sûr partenaire de cet outil. Et puis voilà, un partenaire financier, il nous accompagne. Et donc je tiens donc à remercier l'ADEME pour leur implication. Merci Jean-François Rézeau. On continue avec vous, Séverine Roulet-Furnemont. Vous êtes la responsable du développement durable chez Pierre Fabre. Quelles sont les motivations qui ont poussé le groupe à intégrer les principes de l'économie circulaire dans toutes les étapes de cycle de vie de ces produits, et puis de créer aussi, c'est un terme auquel vous tenez beaucoup, des externalités positives? 2 minutes pour répondre. Donc nous, on avait la chance d'avoir notre patron fondateur, Monsieur Pierre Fabre, qui était pharmacien et botaniste. Et en tant que botaniste, il observait beaucoup la nature. Et dans la nature, ce qu'on voit, c'est que la nature ne produit pas de déchets. Donc vous n'avez pas des gens qui viennent ramasser les feuilles quand elles tombent en hiver dans les forêts. Tout est réutilisé. Et finalement, dans la façon de concevoir ces produits, il avait cette vision de reproduire ce qui se passait dans la nature. Alors, pour citer quelques exemples emblématiques, on va par exemple utiliser des graines de moringa qu'on cueille à Madagascar, et on va utiliser les feuilles de l'arbre dans des projets pour soutenir l'Office de nutrition malgache pour lutter contre la malnutrition. On va travailler sur la culture du lin dans ce département parce que le passage en agriculture biologique, c'est quand même quelque chose qui est pas simple et on a besoin de créer de l'amendement organique naturel dans les sols. Donc ça, on va le faire par la culture du lin. Et après, ce lin, nous, on va en utiliser les graines pour faire une gamme capillaire, des shampoings au lin. Et après, il nous reste les tiges et avec les tiges, on va faire de l'isolant pour les maisons. Dernièrement, on a lancé aussi des produits à base d'huile d'olive. Donc là, on va utiliser la margine d'olive, qui est le déchet en fait de production de l'huile d'olive. Donc je pense que c'est né vraiment de cette capacité qu'il avait d'observer la nature et son mode de fonctionnement. Est-ce que vous décrivez, ce sont sur des volumes marginaux ou significatifs? Alors, c'est nous, en fait, les produits Pierre Fabre, c'est à peu près 40% des produits qui reposent sur un actif issu du végétal. Donc, ça concerne la plupart de nos produits. Et après, effectivement, on va avoir cette réflexion sur tout le cycle de vie du produit. Donc, j'ai parlé là des actifs végétaux. Après, on extrait en fait les molécules actives de ces végétaux.
Pour ce faire, on va le faire avec des solvants. On va recycler les solvants à l'intérieur même du procédé industriel, ou on va régénérer le solvant à l'extérieur de l'entreprise pour qu'il soit utilisé par d'autres acteurs industriels. Après, on a la partie packaging, où là, on va favoriser l'utilisation de matières recyclées qui vont être incorporées dans nos packaging. Donc, quasiment tous les produits sont concernés par une action, des actions d'éco-conception, des actions au niveau de leur process ou de leur packaging chez Pierre Fabre. Vous allez me trouver un peu terre à terre, mais ces efforts que vous avez déployés, est-ce qu'ils se sont traduits par des coûts supplémentaires ou au contraire des économies? Alors, en d'autres termes, est-ce que c'est rentable? Voilà. Moi, je vous retournerai la question. Tout dépend de l'échelle de temps sur laquelle on se place, en fait. Vous avez des gains qui sont immédiats. Vaut mieux régénérer un solvant et le revendre aujourd'hui que de le détruire. Sur notre dernier projet, qui est un projet de chaudière biomasse qui brûle nos déchets de marc de plantes, on a un retour sur investissement qui est supérieur à 10 ans. La question, c'est dans 10 ans, ça coûtera combien l'énergie? Si vous comparez ça au prix du gaz aujourd'hui, bien sûr, vous n'êtes pas sur une rentabilité immédiate. Si vous faites du plastique recyclé, aujourd'hui, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas un prix au carbone. Si on donnait la vraie valeur des choses, en fait, le plastique recyclé serait moins cher que du plastique classique. Donc, en fait, je pense que la rentabilité, c'est une question d'échelle de temps. C'est ce que j'investis pour une rentabilité à 6 mois, ou est-ce que ceux qui suivront après moi, finalement, seront contents d'avoir une facture énergétique bien en deçà de ce que coûtera l'énergie dans 10 ans. Ça, c'est des choses qu'il faut entendre, parce que c'est effectivement intéressant de voir qu'on se situe dans une échelle de temps assez large pour mesurer toute la pertinence de l'économie circulaire à travers les exemples que vous venez de donner. Merci beaucoup. Vous pourrez bien sûr interroger Madame Séverine Furlemont. J'ai oublié une partie du nom. C'est pas grave. Mais sur la sortie voilà. du statut de déchets, je veux bien répondre pour ceux qui ont des questions. Ben voilà, on a pas vous mal. pourrez l'interroger là-dessus. On continue avec Monsieur Trottoin. Vous êtes en charge du développement des marchés industriels tertiaires sur le centre régional Toulouse-Pyrénées chez Veolia Eau. Et vous, alors, vous avez un projet qui est assez étonnant, dont les médias ont commencé à parler d'ailleurs, qui s'appelle Énergie d'eau, l'utilisation du potentiel thermique des eaux usées pour répondre aux besoins de chauffage et de climatisation. Vous m'en direz tant. Alors, expliquez-nous ça. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Déjà, je vais vous faire une toute petite histoire concernant ces projets, puisqu'en fait, on a commencé en 2009 à Deauville, sur la station d'épuration que l'on exploite, à réutiliser en fait les calories qui étaient encore contenues, donc la chaleur fatale qui était encore contenue dans les eaux usées de cette station. Donc ça nous a permis de chauffer les locaux de la station, et petit à petit on a fait d'autres projets comme ça, un autre projet à Flaine, et puis on s'est dit, bon là c'est facile, c'est de l'eau traitée puisqu'elle sortait de la station, il n'y avait plus de déchets. On s'est dit, pourquoi pas le faire sur les réseaux d'assainissement. Et donc ce qu'on a commencé à faire, à réfléchir, et on s'est dit, on a mis en place une plateforme de recherche et développement pendant 2 ans à peu près, à Cagnes-sur-Mer, pour tester un ensemble de systèmes, donc qu'on appelle les échangeurs. Et on a fini par breveter un circuit, en fait, un circuit d'eau usée, puisqu'en fait le but de ce procédé, c'est de dériver des eaux usées brutes pour pouvoir récupérer l'énergie et c'est-à-dire avant qu'elles arrivent qu'elles arrivent à la station d'épuration. D'accord. En fait, et elles sont à quelle température là? Elles sont à peu près entre 15 et 17 degrés. 18 degrés, ça arrive souvent à 18 degrés. Plus les réseaux sont séparatifs et plus l'eau est chaude en fait. Voilà. Et donc le but en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la ville est grosse, plus la ville grandit et plus on a d'énergie renouvelable. D'accord ? Donc c'est intéressant de le faire dans la ville, puisqu'on peut à travers des outils qu'on a développés, qui s'appellent des cartes de potentiel énergétique, en fait. On a créé donc des outils d'aide à la décision pour les aménageurs. On sait exactement, avec les réseaux d'assainissement, le débit qui passe dans ces tuyaux, la température de l'eau, on sait exactement où c'est qu'on peut implanter
ces systèmes-là pour pouvoir valoriser cette chaleur fatale en fait. Voilà, donc en gros le circuit, on récupère, pour faire simple, on récupère l'eau en dérivation du réseau d'assainissement à l'aide d'un broyage, d'une pompe, d'un échangeur très spécifique sur lequel on a fait jeté notre dévolu. Et ensuite, on va avoir un circuit d'eau tempérée qui va alimenter une pompe à chaleur pour pouvoir porter l'eau à 45-50 degrés. Donc on est en chauffage basse température. D'accord. Et là, vous disiez tout à l'heure, on a commencé par chauffer la station. Aujourd'hui, vous le développez sur une population de combien de centaines, de dizaines, de centaines ou pourquoi pas de milliers d'habitants? Alors déjà, les prérequis, c'est il faut que le bassin versant de collecte soit supérieur à 10 000 habitants pour avoir suffisamment d'eau dans les tuyaux. Il nous faut un débit continu au moins de 10 litres seconde. Donc déjà, il faut que le bassin versant soit quand même important. Plus la ville est importante, et plus on va avoir une quantité d'énergie importante disponible. Vous êtes servi avec Toulouse. Voilà. Donc à Toulouse, par exemple, il y a quelques projets en cours sur des écoquartiers où on a la possibilité de mettre en place des systèmes pour le chauffage, le rafraîchissement et également l'eau chaude sanitaire. Donc depuis 2012, on a fait à peu près une dizaine d'installations en France et notamment on a fait 3 centres nautiques. À Marseille, où on chauffe 100% de l'eau sur le centre nautique de Marseille, le centre nautique d'Arras, le centre nautique également d'Aix-les-Bains, qui vient d'être mis en service fin d'année dernière. Voilà, donc ce sont des installations qui sont en plus éligibles au fonds chaleur de l'ADEME. La première installation que nous avons faite, c'était à Toulouse, en fait. Et Toulouse se développe dans ce domaine. Vous avez des collectivités partenaires, des gens qui viennent vous voir en vous disant votre système m'intéresse. Par exemple, en 2014, on a répondu à un appel d'offres pour la ville de Muret. La ville de Muret voulait chauffer sa piscine avec les eaux usées. Donc on leur a dit, écoutez, pas de problème, on a répondu à l'appel d'offres. La ville de Muret n'a pas donné suite à ce projet pour des questions de priorité dans les budgets, mais je pense que ce projet n'est pas mort. Donc ça veut dire, en clair, vous envisagez de développer ça sur tout le territoire. Sur tout le territoire français, on va effectivement... Avec une masse critique, pas en dessous de 10 000, voilà, ça laisse quand même, ça laisse de la marge. Est-ce que ce que vous avez mis en place là, dont on perçoit, tel que vous le décrivez, ça paraît tellement inattendu, on voit ça comme quelque chose d'expérimental, en tout cas disséminé à travers quelques projets sur le territoire. Est-ce que ça pourrait devenir une véritable alternative, j'ai presque envie de dire une filière pour le chauffage dans toute la France? Je ne pense pas, je pense qu'il faut rester sur le mix énergétique. De toute façon, ces projets, on peut couvrir 100% des besoins, mais de toute façon, il faut quand même avoir un système de secours pour pouvoir pallier à la maintenance de ces systèmes. Et également, on n'est jamais à l'abri d'un problème sur des réseaux d'assainissement, du bouchage, des inondations, etc. Donc il faut qu'on puisse avoir quand même un système de secours. Donc on peut couvrir jusqu'à 90% des besoins. Est-ce qu'on a... Alors la question peut-être... La réponse n'est peut-être pas facile à cette question, mais est-ce qu'on a une idée des économies générées pour les collectivités en utilisant ces eaux usées pour le chauffage et la climatisation? On va forcément ne plus utiliser d'énergie fossile. On va, par exemple, sur le projet de Toulouse, on utilisait des aérothermes pour chauffer une compostière qui fait 20 000 m². On a supprimé les aérothermes électriques et on utilise la chaleur des eaux usées. Et donc on a économisé comme ça 53 tonnes par an d'équivalent CO2. Donc c'est bon pour la planète. Ouais. Merci Monsieur Trottoin, j'imagine que on va venir vous poser quelques questions à la fin de cette table ronde et peut-être pendant le cocktail. On continue avec un projet tout à fait intéressant où on a d'un côté un géant mondial en la personne de Tony Gallon, en tout cas de l'entreprise qui l'emploie, le groupe Renault-Nissan. Vous êtes en charge du développement du recyclage industriel chez Renault. Et puis Gaëtan Vogel, qui est ingénieur junior textile des filatures du Parc, qui est une petite entreprise castraise. Et voilà que tous les deux, au Gué Marionlay, vous êtes associés sur un projet passionnant. Donc Gaëtan Vogel nous dira un peu plus tout à l'heure. Il s'agit en fait de la réutilisation de fils des ceintures de sécurité pour fabriquer des sièges automobiles.
mais moi je résiste pas à la tentation, quand on a l'un des boss de Renault à la tribune, de lui demander quelle est votre politique en la matière, en matière de valorisation des pièces de véhicules hors d'usage, ce que vous appelez le VHU chez vous, et son application et ses applications concrètes. Est-ce que vous, Renault, vous bougez un peu en matière d'économie circulaire ? Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis venu vous parler, vous exposer un certain nombre d'exemples concrets de l'économie circulaire et les pratiques de Renault. Donc, bon, je vous annonce que j'ai rien inventé tout seul. Il faut savoir que Louis Renault, déjà à son époque, faisait énormément de recyclage et d'économie circulaire, sans le citer. On a retrouvé des archives. J'ai été présent sur le site de Boulogne-Billancourt pendant un certain nombre d'années et on avait tous les jours la vision des murs, des briques, des plaques de fonte qui étaient extraits des matériaux qui composaient le véhicule. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Surtout, je vais vous dire que tant en termes d'éco-conception, tant en termes de bonnes pratiques vis-à-vis de la recyclabilité de certains matériaux dans les usines de fabrication et partout dans le monde, nous avons été plus loin dans la démarche puisque nous avons une problématique à régler. C'est même une contrainte, c'est aujourd'hui le véhicule hors d'usage, appelé VHU. C'est un véhicule qui est ancien, qui peut avoir 15 ans d'âge. Aujourd'hui, on s'approche plutôt de 19 ans d'âge. Et ce véhicule, eh bien, est une masse importante. Une masse importante avec un certain nombre de matières. Et vous avez tous des véhicules, vous pourrez vérifier la nature et la diversité. Donc, aujourd'hui, ce véhicule, eh bien, il faut d'une part pouvoir initier un certain nombre de nouvelles pratiques, tant au niveau de la démontabilité. C'est pour ça que dès 2008, nous avons investi avec le groupe Suez dans une société qui permet de collecter tous les véhicules en France, hors d'usage, déclarés hors d'usage, et de pouvoir mettre en place un processus industriel de démontabilité pérenne et durable. Et par contre, aujourd'hui, c'est là où je suis intervenu dès 2007, c'était comment on pouvait mieux démonter, comment on pouvait alimenter une base de données, et comment arriver à convaincre nos amis concepteurs pour pouvoir réutiliser de la vieille matière. Donc, vous imaginez qu'on a fait preuve, enfin on a essayé d'avoir le bon sens, j'ai entendu ce terme tout à l'heure, le bon sens pour pouvoir démonter facilement une voiture, mais c'est surtout impulsé. On répond à un message important de ma hiérarchie. Vous avez cité tout à l'heure les 3 R. Moi aujourd'hui je mets une autre terminologie sur la table, c'est les 4 I. Les 4 I, initiative, impulsion, impulser, innover et industrialiser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vieille matière, si vous ne faites pas le nécessaire pour pouvoir l'analyser et pouvoir peut-être quelquefois mixer avec d'autres matières qui sont dans des entreprises qui sont à proximité, si vous ne mettez pas un peu d'innovation en termes de recherche, de développement technologique, universitaire, etc., vous n'arrivez pas à grand-chose. Alors, je voudrais qu'on soit extrêmement concret, là encore, excusez-moi, un peu terre à terre. Qu'est-ce qu'il y a dans un compartiment moteur ? Il y a de l'acier, de la fonte, de l'alu, du caoutchouc, des plastiques. Non, manque 6. Oui, bon, il y a les plastiques pour tous les systèmes électroniques. C'est ça votre défi, c'est ça, c'est comment on sépare tout ça au moment où le véhicule est hors d'usage. Oui. Autre exemple, dans la voiture, on va trouver différentes sortes de plastiques, un tableau de bord qui représente une part importante. Donc c'est comment vous avez dû évangéliser les concepteurs pour leur dire il faut que ce soit facile à démonter pour la fin de vie du véhicule. C'est ça l'enjeu ? Oui, absolument. Aujourd'hui, comment industrialiser ? On n'a pas voulu se mettre à dos les acteurs de la filière qui étaient omniprésents en France. On n'a pas tiré un trait
exclusif sur nos partenaires qui sont des broyeurs. On a, nous, au travers du réseau Indra, un réseau de démolisseurs. Ce sont des petites et moyennes entreprises. C'est des petites entreprises qui font 1000 VHU par an. Donc c'est tout petit comme organisation. Avec ces gens-là, c'est de pouvoir initier avec eux, de mettre en place des outils spécifiques, suffisamment pas chers, suffisamment techniques pour pouvoir extraire les matériaux sur les véhicules. À partir de là, commence l'organisation d'une chaîne d'acteurs. Cette chaîne d'acteurs est absolument fondamentale si vous voulez préparer, transformer et proposer à Renault, au groupe Renault-Nissan, des produits qui sont demain ou potentiellement remplaçants de la matière vierge sur les nouveaux véhicules. Et je me suis employé à mettre en œuvre depuis 2007, nous avons eu, grâce à un certain nombre, et notamment l'ADEME, Valver sur le verre automobile, Valtex, qui était une composition pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec pas mal d'industriels pour pouvoir récupérer des fibres, des mousses et savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Donc on a fabriqué des produits qui peuvent être utilisés non seulement dans le bâtiment, mais également dans l'aéronautique, mais également dans l'automobile. C'est ce type de bocal que je vous ai amené ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? Montrez-nous un peu là. Vous avez à gauche, vous avez un ensemble de matériaux qui ont été préparés, transformés et qui permettent justement la réutilisation par des industriels. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est de la moquette? Qu'est-ce qui fait quoi? Vêtements professionnels sur le réseau français, de la SNCF, de la RATP. Nous avons développé justement les deux produits que vous avez sous les yeux, notamment le plus clair, une combinaison de produits professionnels, ceinture de sécurité, airbag. Et avec ces produits-là, nous avons franchi les étapes qui permettent de sortir du statut déchet à un produit commercialisable au sein du groupe. Alors, on comprend bien, néanmoins, vous, comme les autres, vous avez été confrontés à un encadrement juridique et réglementaire un peu compliqué. Comment vous avez réussi à le surmonter, ça? Eh bien, d'une part, travailler, quand je citais la partie innovation, c'est travailler avec des cabinets, des laboratoires, des universités, des écoles d'ingénieurs. J'entendais dans la salle tout à l'heure une dame qui précisait qu'est-ce qu'on faisait au point de vue éducation. Aujourd'hui, le groupe Renault s'est rapproché d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs parce que tous ces produits-là, il faut les documenter, il faut analyser, il faut tester. La phase de test est très longue et le dernier wagon du train, il est dans le plan de validation, appelé PEVAL au sein d'un groupe comme le nôtre, qui permet de pouvoir tester sur la longévité le produit pour être réutilisé et proposé au directeur de programme du groupe Renault-Nissan. Et ça fonctionne. Oui, mais ça, c'est en interne. Je veux dire, vous n'avez pas eu de problème avec tout ce que vous avez dû mettre en place qui ne correspondait pas à la circulaire 4212, alinéa 42, etc. Alors, on a fait fonctionner nos ménages au point de vue ingénierie, c'est-à-dire qu'on a travaillé comme si on avait une matière vierge auquel il fallait documenter tous les éléments au travers des IMDS, je ne sais pas si vous savez, c'est la matière intrinsèque, la composition de la matière intrinsèque qui permet de garantir tous les effets vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la toxicologie, vis-à-vis des conditions opératoires, etc. On a fait attester tout ça par des laboratoires spécialisés pour aller détecter la petite substance qui pouvait nuire au problème de la question comment sortir d'un statut de déchet. Et on a eu l'autorisation d'un certain nombre d'organismes étatiques qui nous ont permis de pouvoir élaborer... C'est vrai aussi que vous appelez Renault, donc ça aide, non? Attendez, je crois... Non, je vais préciser un petit peu les choses. C'est pas parce qu'on s'appelle Renault, au contraire, on nous a exigé encore davantage. D'accord. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu. Merci. Le but, c'est de dérouler, et on a initié un projet qui s'appelle ICAR 95, ICA2RE 95, qui veut dire Innovative Car Recycling 95%. C'est un projet européen qui permettait de pouvoir démontrer sur l'ensemble du véhicule qu'est-ce qu'on pouvait faire avec toutes ces matières. Question piège, Tony Gallon. Aujourd'hui, si j'achète une Clio, il y a combien de pièces
d'origine recyclée là-dessus? Eh bien, écoutez... Pourcentage. Je vais vous prendre un exemple de la Clio actuellement qui est fabriquée à Flins et à Bursa en Turquie. Sur la totalité de 170 kg de plastique qui compose la voiture, c'est le deuxième composant le plus majoritaire sur ce type de véhicule. Eh bien, là, aujourd'hui, on a plus de 37 kg de plastique recyclé. En majorité, polypropylène. Donc, il a fallu mettre en œuvre la collecte française, la préparation, la transformation, travailler avec des petites et moyennes entreprises qui avaient ce savoir et qui nous a permis, grâce à la JV Renault et Suez, de pouvoir les faire grimper, s'améliorer. Donc on retient ce chiffre, 37 sur 170. Absolument, sur du plastique. On va faire mieux. On peut aller plus loin. Mais c'est pour ça que l'initiative elle a été importante, parce que c'est de pouvoir développer avec un certain nombre de structures académiques des plastiques plus techniques qui permettent de pouvoir obtenir une chaîne de valeur. Merci Tony Gallon. On reviendra à vous tout à l'heure au moment des questions. Il y a un exemple très concret. Là, on revient sur le territoire, mais on est toujours avec Renault. C'est le projet Affilaire, projet qui consiste à récupérer les fibres, ou les tissus, ou les fils des ceintures de sécurité pour qu'ils entrent dans l'élaboration de sièges auto. Gaëtan Vogel, vous travaillez aux filatures du parc, dans le Tarn. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le process technique qui permet l'utilisation d'un fil qui sera donc réutilisé pour des sièges auto? Oui. Donc le projet affilié, c'est né d'un consortium industriel confronté à des textiles en fin de vie, donc sans filière de recyclage. C'est ce que tient Monsieur Gallon, là, c'est ça? Ouais. C'est exactement ça, ouais. Donc le process technique, c'est de collecter et de regrouper la matière première secondaire de façon à optimiser la logistique. Puis vient l'étape de préparation. Donc comme on l'a cité ce matin, l'étape de préparation, c'est une étape primordiale, puisque dans notre cas, si vous voulez, on effiloche les ceintures pour les obtenir sous forme de fibres qu'on va retravailler en fil. Et si cette étape elle est mal menée, ça impacte directement la qualité du fil. Donc l'un des objectifs aussi du projet affilé, c'est de faire un investissement matériel pour maîtriser en interne cette étape de préparation. Donc ça, ce matériel, vous l'avez aujourd'hui? Pour l'instant, on le sous-traite. Vous le sous-traitez chez qui? À différents effilocheurs. En France, à l'étranger? En France, majoritairement pour l'instant en France, oui. D'accord. Et demain, vous ambitionnez de pouvoir le faire chez vous? Exactement. Dans quelle échéance? Ça dépend des commandes qui viennent. Ça dépend de Renault, quoi, finalement. Enfin, oui, non, parce que déjà, avant tout, il faut un produit valide sur le plan technique. Il n'est pas encore là aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un produit qui a été homologué par Renault. Ben voilà, donc il faut y aller, il faut acheter le matériel. Vous pouvez demander à Renault de vous financer le matériel, parce que c'est quand même lui qui va en bénéficier. Vous avez vu les résultats, ça marche très bien, Renault. Ils explosent les ventes, tout va bien. Non, mais l'intérêt, mais si. Je vous suis sur la démarche, on a constamment et de façon très progressive aidé, apporté, accompagné, etc. Aujourd'hui, le but au sein de ma hiérarchie, c'est de pouvoir démontrer, puisque tout ce qu'on peut faire s'inscrit dans un programme qui s'appelle économie circulaire compétitive, nous sommes moins chers que l'utilisation de matières vierges, en utilisant des matières recyclées. Donc c'est pour ça que la contrainte aujourd'hui, c'est de pouvoir optimiser chacun des postes pour pouvoir, sinon ça passe pas. Il faut qu'au point de vue technique, on soit au même niveau qu'une matière vierge, et il faut qu'on soit moins cher que la matière vierge si vous souhaitez rentrer dans un programme d'installation, d'implémentation dans un nouveau véhicule. Donc c'est le cas pour ce que font les filatures du parc. Quelles sont vos perspectives de développement, Gaëtan Vogel? Donc aujourd'hui, puisque le dispositif fonctionne, Renault va bientôt vous offrir la machine pour traiter tout ça. Donc les perspectives, c'est quoi alors? Donc aujourd'hui, on a réussi à avoir un fil qui répond aux spécifications automobiles. Donc on peut aller au-delà de cette démarche.
on peut utiliser ce fil dans d'autres applications, plus ou moins techniques. Si on veut rester dans l'automobile, on peut faire du tapis, du sur-tapis, mais également on peut l'insérer dans un projet que notre tisseur travaille actuellement. Donc c'est le projet TCT, ce sont les textiles composites thermoformés. Et l'idée c'est de faire un tissu 100% recyclé qui va être transformé en composite. Mais c'est des perspectives énormes pour les filatures du parc. Ah voilà, oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien en chiffre d'affaires et en nombre de salariés les filatures du parc? Nombre de salariés, 44 PME. Ouais, et chiffre d'affaires? De mémoire, peut-être 3 millions. D'accord. Oui, là, il y a quand même de quoi faire un sacré bond en avant. Ah bah oui. C'est l'objectif? Ah, c'est l'objectif, oui, bien sûr. Bon. Monsieur Gallon, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Bah, écoutez, c'est de pouvoir... vous savez que le problématique... Non, mais il faut les aider, là, on achète beaucoup de Renault par ici. La valorisation de la vieille matière, demain, on n'est pas capable de fournir 3 millions de véhicules. En tout cas, ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous arrivez à une matière Voilà. recyclée, moins chère que la matière vierge. Absolument. C'est-à-dire qu'on est là dans une problématique différente que celle que nous évoquions dans la première table ronde, où on disait que effectivement le matériau recyclé coûtait plus cher que le matériau vierge. Bien, on va poursuivre avec quelque chose. Oui. Juste 5 secondes, je voulais juste, je me permets de remercier l'attention, l'oreille d'une personne de l'ADEME, Monsieur Bardou, qui nous a Il est ici, là. qui nous a entendu. On le voit de loin, qui a il a une permis chemise de faire rose, là. émerger, Voilà. Justement, toute la partie aide financière pour une PME et un tisseur sur ce sujet-là, puisqu'il y a quand même des très gros débouchés qui pourraient venir dans les années à venir. Ah bah c'est clair, oui, ils sont là sur quelque chose quand même Merci beaucoup. très intéressant. Et puis on vous souhaite bon vent, Gaëtan Vogel, parce qu'il y a effectivement des perspectives intéressantes. On se souvient que Castres a été longtemps une grande ville textile, beaucoup moins aujourd'hui. Et effectivement, vous êtes, Filature du Parc, l'un des derniers survivants. Et c'est peut-être le moyen de relancer, développer l'activité, on l'a bien compris. On va passer à tout à fait autre chose avec vous, Muriel Descamps. Vous êtes la directrice du CIDED du Lot, qui est un syndicat mixte. Et vous allez nous présenter un projet original et qui apparemment fonctionne très bien. Il s'agit de la réalisation et l'exploitation de réseaux de chaleur bois, valorisant les ressources locales et offrant une énergie verte à un prix avantageux. Alors j'aimerais que pour commencer, vous nous disiez quel a été le point de départ, c'est-à-dire quels constats et quelles ambitions ont inspiré ce projet. Bonjour. Le point de départ, en fait, concrètement, c'était une volonté de valoriser un déchet, là encore, on l'a retrouvé souvent ce matin, qui ne l'était pas. Le CIDED est avant tout, à l'origine, un syndicat de traitement des déchets, donc qui assure le traitement des déchets ménagers sur l'ensemble du département du Lot. Et à ce titre, nous gérons un réseau de 29 déchetteries. Dans ces déchetteries, nous avions un type de déchets de bois, les palettes et cagettes, en fait, qui, début des années 2000, partaient dans une filière d'incinération ou d'enfouissement. Donc on trouvait ça pas très très satisfaisant, donc on a commencé finalement à travailler un petit peu cette matière, ces déchets-là, pour les valoriser dans nos propres installations, des petites chaudières bois qui nous servent à alimenter encore aujourd'hui nos 3 centres de tri de déchets recyclables et notre siège social. Et puis, certains maires dans le département, dont le président du CIDED en l'occurrence, qui était aussi maire d'une petite commune, souhaitaient essayer de proposer aux habitants, concrètement, dans des villages, la fourniture d'une énergie renouvelable grâce à ce combustible-là. Donc à travers la réalisation de réseaux de chaleur au bois, donc là concrètement des petites chaudières qui, via un réseau de tuyaux enterrés, alimentent différents bâtiments. La difficulté pour une petite commune, c'est le portage de ces projets-là, qui sont quand même techniquement assez un petit peu complexes pour une petite commune de 300-400 habitants, et puis surtout financièrement. Voilà. D'où l'idée qui est venue de mutualiser le portage de ces projets à l'échelle départementale au sein d'une structure qui existait déjà, donc le CIDED du Lot, et de travailler sur la mise en œuvre, la mutualisation en fait, de la gestion de plusieurs réseaux de chaleur sur le département,
avec comme objectif en fait donc d'apporter une énergie renouvelable, pas seulement à des gros bâtiments qui sont souvent visés dans le cadre de réseaux de chaleur, hein, c'est souvent le cas, mais aussi aux habitants, et avec une approche également sociale, c'est-à-dire la recherche d'un tarif inférieur aux énergies fossiles que l'on utilisait sur le territoire. Et nous sommes partis d'ailleurs d'entrer sur un tarif au départ qui était 20% moins cher que le fuel, qui est l'énergie que l'on a sur notre territoire, qui est très très peu desservi par exemple en gaz. Voilà, donc nous avons démarré cette réflexion concrètement en 2005. D'accord, alors comment le réseau fonctionne-t-il aujourd'hui, si on raisonne en termes de nombre d'usagers, j'allais presque dire de bénéficiaires, de tonnage également, vos perspectives de développement? Si on fait un point d'étape aujourd'hui, en quelques mots, vous diriez quoi? Alors, on a lancé la réflexion en 2005. En 2007, on a mis en service les 2 premiers réseaux de chaleur dans des villages. Et depuis, on a essayé de rester sur un rythme où les premières années de mise en service de 2 réseaux de chaleur par an. Aujourd'hui, on est à 1 réseau par an parce qu'ils sont de plus en plus gros, en fait, concrètement. Donc aujourd'hui, on a 12 réseaux de chaleur qui fonctionnent sur le département et le 13e qui est en train d'être mis en service cette semaine même, qui est le plus important qu'on ait réalisé. Alors avec des installations dont la taille varie vraiment. La plus petite, c'est une installation de 350 kW bois installé. La plus grosse, 3 mégas, la dernière, celle qu'on est en train de mettre en service. Ça représente concrètement 21 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés depuis 2007, concrètement, sur l'ensemble de ces réseaux. C'est une organisation donc, qui est mise en place tout autour pour en assurer l'exploitation, puisqu'on en assure l'exploitation dans le cadre du service public en régie. Donc aujourd'hui, voilà une équipe de 6 agents de maintenance qui assurent l'exploitation, et puis toute l'organisation qu'il a fallu développer, bien sûr, sur la télégestion, la télérelève des compteurs, puisqu'on fournit l'énergie directement chez l'usager, les systèmes d'astreinte, etc. Et puis, bien évidemment, pour alimenter ces réseaux de chaleur-là, il a fallu en parallèle mobiliser la ressource. Donc les palettes cagettes, c'était le point de départ. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui est finalement minime, je dirais, dans la ressource bois que nous utilisons. Et nous avons développé pas mal de partenariats, notamment avec des scieries locales, pour récupérer une autre catégorie de déchets, le déchet de l'industrie du bois. Donc les connexes de scierie, concrètement, les chutes de piquets, les chutes de fabriques de charpente, de l'écorce, des délignures, etc. Ça représente un gisement assez important. À préciser très clairement que la volonté, là on est dans l'approche économie circulaire, on y était dès 2005 sans le savoir, je crois. La volonté est de se fournir, et c'est toujours le cas, dans un rayon maximum de 50 km autour des chaufferies, vraiment, avec un bois local. Autre ressource aujourd'hui qui est vraiment importante, on a un partenariat avec le département du Lot depuis 6 ans déjà, qui réalise l'élagage des bords de route, les routes départementales. Donc vous récupérez. Et on récupère avec notre propre matériel. Et depuis cette année, pardon, je finis là-dessus parce que c'est l'élément essentiel, depuis cette année, donc 2016, on a investi l'année dernière sur un matériel qui nous permet là aussi de récupérer des quantités assez importantes de bois que l'on trouve dans les déchets verts, les déchets de végétaux qui sont amenés en déchetterie. On a une explosion depuis quelques années des quantités de déchets verts amenés en déchetterie, donc on en fait du compost, c'est bien beau, mais le compost on en a trop aujourd'hui concrètement, on ne l'écoute plus, pas assez en tout cas. Donc on a recherché aussi à valoriser la partie bois qu'il y a dans ces déchets verts, donc c'est 30% des quantités, 50% du volume aujourd'hui. Et donc on arrive aujourd'hui à produire 4000 tonnes à peu près de bois issus de ces déchets verts sur le département. Rapidement, quid du modèle économique Muriel Descamps? Parce que on comprend bien que 20% en dessous du prix du marché, ça vous met en bonne position par rapport aux usagers. Mais on comprend quand même que c'est un système compliqué, qu'il y a la collecte à assurer, toute l'ingénierie pour la mise en œuvre des réseaux, l'entretien, les astreintes, le personnel, etc., etc. Vous perdez de l'argent ou vous en gagnez? On ne peut pas en perdre. On a un service public, de toute façon, on n'en gagne pas. Un principe d'équilibre.
équilibre des budgets. Bon, vous équilibrez alors. On équilibre comment? Mais concrètement, on équilibre simplement sur la vente, les abonnements et la vente de chaleur. Et aujourd'hui, votre système est, alors c'est un gros mot pour le service public, mais est rentable. Alors, concrètement, aujourd'hui, le système s'équilibre. Il faut préciser clairement, je pense comme toute énergie renouvelable, on a des aides là à l'investissement. D'accord. L'ADEME, ce sont des projets qui sont éligibles au fonds chaleur et l'ADEME intervient fortement sur ces projets-là, à l'investissement. Ensuite, bien entendu, c'est la facturation des abonnements et de l'énergie qui permettent de couvrir l'ensemble des dépenses d'investissement, c'est-à-dire les emprunts concrètement, et tous les coûts de fonctionnement, y compris la fabrication du combustible, mais on est quand même sur un combustible qui est moins cher de par sa nature à l'origine de déchets, justement, que de la plaquette forestière pure. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne depuis quelques années. C'est plus difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le modèle économique, on l'a monté sur le principe d'être attractif, parce que quand vous allez voir un particulier en lui proposant de se raccorder à un réseau de chaleur, le côté environnemental lui plaît bien, certes, mais c'est pas ça qui va faire son choix, c'est le portefeuille, hein, donc il faut être à un prix plus bas que l'énergie qu'il utilise concrètement. Ça a très bien fonctionné avec la volatilité du cours du pétrole. Rassurez-vous, si ça peut vous rassurer, le pétrole, le gaz, ça va remonter et plus vite qu'on ne croit. On l'espère, parce qu'aujourd'hui... Enfin, vous l'espérez, pas moi, perso, hein, mais bon. Oui, nous... Alors, dans la salle, qui est favorable à l'augmentation du prix du gaz et du pétrole? Oui, si on veut développer des énergies renouvelables. Je trouve un peu hypocrite hein, quand même, hein, parce que quand il faut faire le plein, c'est pas la même chanson. Merci Muriel Descamps. Eh bien écoutez, le temps est venu des questions, si vous voulez les interroger. Pierre Fabre, la Chambre de commerce, Veolia, Renault, les filatures du parc, le CISET du Lot. Des questions. Alors on a une question au deuxième rang. Ici, levez la main, ceux qui veulent poser des questions de manière à ce qu'on puisse faire circuler le micro. C'est tout, il n'y a qu'une question. Une autre question là-bas au fond de la salle, une troisième là. Monsieur. Serge Cotel, textile, expert en traitement des matériaux textiles souples, et je suis conseil auprès des filatures du parc. Il est très important, comme ça a été dit, c'est plus des remarques, mais il me semble que cela doit être redit. D'une part parce que le recyclage nécessite une transversalité. Ça a été dit dans la première table ronde, la difficulté numéro 1, c'est de faire rencontrer les bons acteurs. Ça fait partie d'une grosse difficulté. Moi-même... Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Jean-François Rézeau sur la transversalité qu'ils ont réussi à mettre en place chez Actif en faisant travailler finalement... des chefs d'entreprise qui n'ont en commun le fait d'être sur le même territoire. Oui, alors il y a ça, mais c'est aussi par la compétence mutualisée. Il y a la proximité qui me paraît très importante, forcément, puisque naturellement, il y a des gains, mais également sur la mutualisation de compétences. Et si je prends le secteur textile, ce n'est pas à Castres, comme vous l'avez dit, que je vais trouver tous les éléments, par exemple, du textile à Castres. Donc il faut que je trouve des mutualisations possibles sur le plan, mettons, national, voire sur des boucles. Parce que là, dans ce cas qu'on vient de donner, c'est une boucle fermée. C'est-à-dire qu'on a du textile, on revient dans le textile. Quand on est dans un système où on est en boucle ouverte, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez... Ce sera le dernier, hein, parce qu'on a peu de temps. Non, mais je vais vous donner un exemple pour vous montrer quand même la difficulté que ça représente. Si vous prenez par exemple une chemise, par exemple de vêtements professionnels, je vais vous le broyer, je vais vous le mettre dans un plastique et je vais faire un pare-soleil derrière pour le secteur automobile. Là, il est bien évident, c'est extrêmement compliqué puisque vous avez le silo textilien, le silo plasturgiste, il faut essayer de mettre tout ça en accord et surtout aussi, et ça me paraît très important, on ne fait pas du recyclage en faisant du marketing derrière, on fait du recyclage en industrialisant les produits. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Et on en a besoin pour la France et pour l'activité économique. Voilà. Merci, monsieur. C'est dit. Question suivante. Alors, il y avait, je crois, il y a un micro au fond de la salle. Allez-y, oui. Oui, bonjour, Cindy Jean Blanc, Makina Corpus. J'avais une question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On fait de l'ingénierie logicielle. D'accord. Et on est prestataire pour le logiciel actif.
Juste au niveau de la conférence, il me semble que l'argument du coût de l'énergie est assez visible, évident pour les grandes entreprises qui ont une logique quand même assez long terme. Qu'en est-il pour les PME et comment justement, quelle solution pour la mettre en évidence pour les PME, cette importance du coût de l'énergie? Qui veut répondre? Jean-François Rézeau. Vous vous battez pas pour répondre. Jean-François Rézeau, peut-être. Non, mais après, voilà, on en est conscient que toute la logique de transition énergétique basée sur un prix du baril très élevé dans un contexte de prix du baril bas est un frein donc au développement de l'économie circulaire. Mais voilà, je pense que il y a assez d'intervenants qui expliquent que voilà, il faut aussi se préparer à ce changement, se projeter. Mais oui, très clairement, on va pas tourner autour du pot pour une TPE, pour une certaine PME. Bon voilà, il y a quand même une vision à court terme qu'on peut comprendre économique et que il faut qu'il y ait voilà un contexte. Alors après, c'est vrai qu'on parle le baril, le prix de l'énergie, mais aussi voilà, il y a aussi l'approche du principe pollueur-payeur, de la taxe carbone. Voilà, quel prix à la taxe carbone? Parce que à travers la taxe carbone, bien évidemment, il y a toute l'économie circulaire, toute une nouvelle économie qui pourrait être impulsée en France, des nouvelles filières. Et il y a aussi ce sujet quand même qu'il faut mettre sur la table. Et quand est-ce qu'on aura un vrai prix avec une vraie vision qui permettront justement à toute entreprise de pouvoir investir? Il nous faut de la planification sur ces sujets-là, il nous faut de la vision, il faut que les politiques nous apportent cette visibilité que les industriels ont besoin pour pouvoir investir. Merci, c'est clair. Question suivante. Alors on a une question au 3e rang, et ce sera peut-être la dernière, il y en a 2 encore. On a une ici, on commence par celle-là, oui. Et la dernière, bon, le premier qui parle, c'est vous. Allez. Bon, président des Amis de la Terre Midi-Pyrénées. Voilà, notre interrogation au niveau des associations d'environnement, c'est de ne pas justifier par le recyclage la surproduction de nos produits. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même pour nous et pour nos amis de Greenpeace, une des premières indications de circularité, ce serait de faire durer l'allongement du temps de tous les produits qu'on met sur le marché. Donc essayer de, sans parler jusqu'à l'obsolescence programmée qui est un délit, parler effectivement des notions d'obsolescence qui continuent un peu à planer sur l'industrialisation des produits qui sont mis sur le marché. Comment est-ce que vous répondez c'est intéressant ça. Cette lutte contre l'obsolescence? C'est une question, moi j'ai presque envie de la poser à Tony Gallone. Parce que, bon, enfin, c'est peut-être pas le mauvais exemple, parce que Renault, il y a des Renault qui ont 25-30 ans qui continuent à rouler, hein, donc... Je pense que... Enfin, à rouler ou à essayer de rouler sur la route, on va dire. Chaque utilisateur utilise ce produit à sa façon. Il y a on va dire, une façon de conduire qui peut... Il faut se rappeler que c'est un produit très technique, avec différentes fonctions. Vous avez des moteurs qui font 300 000 km, il y en a d'autres qui font 150 000, je suis désolé, mais dans mon entourage, j'ai des gens qui malheureusement ne sont pas parvenus à faire 150 000 km parce qu'ils ont une façon de conduire qui est différente. Par contre, pour agrémenter vos propos, on a mis en place, au travers de ce projet européen ICAR 95, c'est de mettre en place en France une réutilisation de pièces de réemploi qui est aujourd'hui une aubaine, puisque ça équilibre considérablement justement l'équation économique du véhicule hors d'usage, qui permet d'alimenter, proposer à la clientèle une pièce d'occasion qui est garantie, alimentée par la JV Renault Cita. Allez, la dernière question. Bonjour, Xavier Normand, consultant dans le domaine des territoires durables. J'avais déjà un petit point sur le prix de l'énergie et du carbone. En ce moment, le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie est en cours de consultation. Il est possible d'apporter des éléments et de complémentaires là-dessus. Donc, l'idée d'une taxe carbone qui soit avec une visibilité dans le temps, etc., c'est des choses qu'on peut aujourd'hui... Pas de taxe en plus, hein, pas de taxe en plus. Le signal prix, il en a été question et c'est très important. Je voulais réagir sur un petit point de ce qu'a présenté Madame Descamps, sur le fait que vous avez dit du compost, on en a aujourd'hui trop, et vous avez effectivement pointé le fait qu'il y a une concurrence entre l'usage des déchets verts, soit on les composte, soit on les brûle, et quelle proportion.
Donc aujourd'hui, pourquoi vous avez trop de compost dans un département qui est fortement agricole et qu'est-ce qui fait que vous pourriez trouver des nouvelles filières pour ce compost, et comment le système des chaufferies bois peut vous mettre à terme dans une équation compliquée d'arbitrage entre deux filières de valorisation des déchets? Ouf, 2 minutes pour répondre à ça. Juste, je précise, déjà, département rural, oui, agricole, non. Non. Concrètement, le compost que l'on produit, on parle de compost de déchets verts. C'est un amendement qui n'a pas la même valeur qu'un compost qui va comprendre des bouts de, voilà, éventuellement des biodéchets, etc. C'est pas la même valeur. Il n'est pas demandé par les agriculteurs, un petit peu, pas beaucoup. On en produit beaucoup. Pourquoi beaucoup plus? Parce que il y a une circulaire ministérielle qui est venue préciser l'interdiction de brûlage en toute saison. On a augmenté de 50% les apports de déchets verts en déchetterie. Alors je précise par contre, clairement, que avant de valoriser les déchets verts, on agit énormément sur le terrain. On a beaucoup d'actions pour faire d'abord de la prévention. Voilà, de la prévention, mais très concrètement, en installant des pavillons de compostage, des composteurs collectifs, des choses concrètes sur le terrain, en incitant au broyage, etc. On a beaucoup d'actions dans ce sens-là pour éviter que les déchets arrivent d'abord en déchetterie, qu'ils ne soient un déchet, quoi, concrètement. Et ensuite, quand on les a, effectivement, on va en faire quelque chose. Et aujourd'hui, oui, du compost, on en a trop, on n'arrive pas à l'écouler parce qu'il n'y a pas la demande, concrètement. Il faut se poser la question après de l'envoyer très très loin, c'est pas forcément pertinent non plus. Donc voilà, le bois que l'on a, que l'on arrive à extraire de ces déchets verts, on l'utilise par contre là sur place dans nos chaufferies. Alors la concurrence entre les deux, aujourd'hui, je pense pas qu'on soit face à cette problématique-là. Alors souvent on nous pose nous la question quand on fait les réunions publiques pour présenter un projet de réseau de chaleur, de dire ben oui, mais à un moment donné il va falloir couper les forêts, il va falloir... Non, on a fait des études, avant d'engager, de signer un marché pour construire un réseau, on s'assure bien évidemment de la consolidation d'abord de la ressource à long terme. Si demain, et puis bon, comme moi je dis souvent, c'est une technologie, une chaudière bois c'est une technologie. Le réseau il existe. Si demain ou dans 20 ans il y a d'autres technologies plus performantes, il sera temps de renouveler les chaudières, il sera temps de passer sur autre chose aussi. Merci Muriel Descamps, merci à nos intervenants, que je vous demande d'applaudir. Et puis bonne réussite à Pierre Fabre, à Actif, à Veolia, à Renault, aux filatures du parc et au 6-7. Merci à tous.